Voilà, l'université des hauts potentiels, c'est terminé. On a été obligé de mettre un genou à terre par rapport à des attaques qu'on a eues. Euh, c'est pour ça que j'ai quitté l'environnement de l'université, que je suis dans cet endroit un petit peu cheap, justement parce que tout est terminé. Voilà. Alors bien sûr, c'est une blague, hein. C'est une blague, mais pas tant que ça. Tu vas le voir dans cette vidéo. Là, si je suis dans cet environnement, c'est parce qu'en fait, je suis en déplacement. Si tu suis certaines conférences, tu reconnaîtras le méga décor que j'ai derrière. C'est quand je me déplace sur la Côte d'Azur, je suis dans cette pièce dans laquelle je suis relativement au calme. Relativement au calme. Et donc, cette vidéo, je la fais pourquoi Je la fais pour nos chers haters. Les haters sont ceux qui détestent tout de manière irrationnelle. On en a, hein, comme toutes les personnes qui ont un petit peu d'audience. Et je sais que la meilleure manière de répondre à ça, c'est de ne pas leur donner l'importance, et donc c'est de ne pas en parler. Mais malgré que l'on modère les commentaires sur YouTube, sur Facebook, il y a certains haters qui viennent semer les graines du doute et de la suspicion. Et donc de temps en temps, une fois tous les 2 ans, je fais une petite vidéo comme ça pour lever quelques objections et surtout pour donner les éléments de réflexion qui vont te permettre de te faire un avis éclairé sur ces attaques que parfois on subit, ces objections que certaines personnes lèvent, et qui pourra donner, je pense, beaucoup de lumière sur aussi les hauts potentiels, ce que c'est que l'intelligence, est-ce que tu es sur la bonne route aussi, bref, beaucoup de sujets qui vont pouvoir t'intéresser. Donc, cher hater, si tu me regardes, en général, ça ne regarde que 30 secondes de la vidéo, c'est pour toi, mais aussi pour les élèves de l'université. Alors, petite information, tu as en description le chapitrage, si tu veux avancer avec toutes les informations en description, tu as le titre, tu peux cliquer sur le minutage et tu arriveras directement à la partie qui t'intéresse parce que la vidéo va être un petit peu longue peut-être. Donc, première objection qui revient souvent, c'est Siegfried n'est pas psychologue. Alors, je regarde mon écran dessous. Hein. Siegfried n'est pas psychologue, donc il n'est pas légitime. Ah ouais, ça c'est vrai ça. Alors oui, effectivement, je ne suis pas psychologue. En revanche, je vais diviser la réponse en deux parties. Une partie où je vais un petit peu me la péter, hein, quand même, faut pas se le cacher. Et une deuxième partie où je vais parler de la psychologie moderne. Donc première partie, je ne suis pas psychologue, d'accord. Je suis quand même praticien en psychologie, c'est-à-dire que j'ai étudié la psychologie avec des formations, mais je n'ai pas passé le diplôme de psychologue. Donc ça ne veut pas dire que je ne connais pas la psychologie. Je suis neurothérapeute. Alors neurothérapeute, c'est un nom un petit peu ronflant, parce qu'il n'y a rien qui définit vraiment l'approche que j'ai. Neurothérapeute, c'est utiliser différentes méthodologies, différentes approches pour comprendre le fonctionnement du cerveau et aider les gens à parfois guérir de certains maux. C'est ça la neurothérapie. Mais je ne me suis pas comme ça autoproclamé neurothérapeute avec une pochette surprise. Je suis aussi praticien en programmation neurolinguistique. Ça, c'est une formation qu'il faut faire. C'est une formation longue et coûteuse. Je suis aussi coach certifié. Coach certifié, c'est pas coach pochette surprise. Hein, il y a une certification. Ça prend des mois à être coach. Je suis aussi praticien en hypnose clinique. C'est-à-dire que je pratique l'hypnose clinique. Et comme je te disais, je suis praticien en psychologie. Je suis aussi, j'ai d'autres diplômes à côté. Hein, je suis comment on appelle ça, praticien MBTI. Hein. Je suis aussi un brevet d'état d'éducateur sportif, d'aviron. Bref, bon, voilà, tu vois. Mais tout ça pour te dire que je ne suis pas sans bagage quand même là-dessus. Et surtout, il y a une expérience de terrain que je transmets à l'université. C'est-à-dire que moi, de manière personnelle, j'ai réalisé plus de 350 détections de la douance en face à face. Hein. Une détection de la douance, c'est un rendez-vous d'une demi-heure, c'est 2 heures en face à face, c'est rédiger les conclusions du bilan de détection, les envoyer à la personne. Donc, plus de 350 à titre personnel, et après, mes coachs en ont fait d'autres. Donc, j'ai cette expérience de terrain. Et on a aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis allé voir les chiffres tout à l'heure, 5331 élèves au niveau de l'université de potentiel. Donc, comparé à un petit cabinet de psychologie qui va avoir 50, 60 patients comme ça, avec un roulement de 50-60 patients, on a un rouleau compresseur statistique au niveau des hauts potentiels. On a vraiment une expérience de terrain au niveau des potentiels. Alors, pas tout le monde est haut potentiel, bien sûr, à l'université, mais on en a beaucoup.
Et ça nous permet, je pense qu'on est peut-être même numéro 1 francophone, à avoir autant de chiffres, de données brutes, statistiques, pour étudier le haut potentiel. Donc effectivement, je ne suis pas psychologue, et j'ai pas une grande... comment dire, je n'apprécie pas vraiment la psychologie moderne, et je vais te dire pourquoi d'ailleurs dans la deuxième partie, mais je ne suis pas un coach pochette surprise, voilà. J'ai un bagage derrière, j'ai accompagné pendant des années des personnes, bref, tout ça, les gens qui nous suivent le savent, et quand on a des retours très positifs, c'est pas pour rien. Donc deuxième partie, c'est la psychologie moderne. Et là, je te mettrai des liens en description de cette vidéo. Deux liens. Le premier, c'est sur l'affaire Kakomo. Le deuxième, c'est sur l'expérience de Rosenan. L'affaire Kakomo, c'est l'expérience d'une personne saine d'esprit qui a été détruite psychologiquement par la psychologie moderne, par des manipulations. Et ça démontre par A plus B qu'aujourd'hui, demain, toi, moi, on pourrait t'interner parce que le monde psychologique académique a décidé que tu n'étais pas normal. Donc je te renvoie sur les liens, tu verras, c'est intéressant. L'expérience de Rosenan, elle a démontré aussi par A plus B l'inefficacité de la psychologie moderne, qui est capable d'interner des personnes saines d'esprit et de laisser sortir des personnes qui sont dangereuses. Donc l'expérience de Rosenan, ça te dit tout. Voilà. Quand tu connais l'expérience, enfin l'affaire Kakomo, qui est en France, c'est un Français Kakomo, hein, et l'expérience de Rosenan qui s'est menée aux États-Unis, tu peux émettre des doutes sur la psychologie moderne. Je ne dis pas que la psychologie c'est mauvais, c'est très intéressant. Il y a des psychologues, je n'attaque pas les psychologues de manière humaine, personnelle, parce qu'il y a des psychologues qui sont passionnés. Mais malheureusement, on est dans un contexte poussiéreux, académique, qui n'a pas évolué depuis des années, et qui au contraire s'est sclérosé. Et c'est ce que je reproche à la psychologie aujourd'hui, et pas aux psychologues. D'ailleurs, on a beaucoup de psychologues qui nous rejoignent, qui disent « moi je quitte la psychologie, je veux faire d'autres approches parce que c'est pas suffisant ». Et donc voilà, donc pour répondre à l'objection, je ne suis pas psychologue, mais il y a quand même un bagage de formation, il y a un énorme bagage d'expérience de terrain, et quand tu vois les retours, les témoignages des personnes qu'on accompagne, ben on a un taux de satisfaction qui est de 98%, si je ne dis pas de bêtises sur les derniers chiffres, parce qu'on suit les personnes, hein. Quand on fait des bilans, on a un suivi derrière, quand on fait des consultations, on a un suivi derrière, pour voir si les gens, on les a vraiment aidés, s'il y a vraiment des changements, et on a un taux de 97 ou 98% de taux de satisfaction. Donc voilà, les chiffres parlent. Deuxième objection, c'est l'UDHP, donc l'Université des hauts potentiels, c'est limite une secte avec un gourou, avec un gourou. Alors je te rassure, hein, il y a aussi des personnes très proches qui ont dit, notamment des parents d'élèves dans l'école où mes enfants allaient avant, hein, puisqu'aujourd'hui ils sont en instruction en famille, mais des parents d'élèves, j'ai entendu dire de loin que Siegfried, ce qu'il fait, on dirait un peu un gourou avec son histoire des hauts potentiels, tout ça. Alors ça me fait sourire, mais dans le fond, c'est quand même une attaque violente, parce qu'une véritable secte, c'est dramatique. Et pour faire la clarté, je vais te donner les cartes en main, et je vais te mettre sous cette vidéo le site officiel qui s'appelle le Mivilude. C'est le site officiel ministériel, hein, le Mivilude, c'est l'organisme qui va justement s'occuper des dérives sectaires. Et donc, tu verras la définition, je vais te la dire maintenant, ce que c'est qu'une dérive sectaire, quels sont les critères de la dérive sectaire, et on va les analyser, les comparer par rapport à l'université des hauts potentiels, tout simplement. Donc, première description, c'est ce qui est marqué sur le site, hein. Qu'est-ce que c'est que la dérive sectaire? Et je le lis. Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression ou de technique ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, le privant d'une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. Ça, c'est la définition de la dérive sectaire. Donc déjà, ça n'engage que moi, on ne correspond pas du tout à cette définition. Comment la détecter? Et là, ça va peut-être t'intéresser pour que tu te fasses toi-même ton avis. Des critères élaborés sur la base du travail accompli par plusieurs commissions d'enquête parlementaires ont permis d'établir un faisceau d'indices facilitant la caractérisation d'un risque de dérive sectaire. Et donc, je te donne les faisceaux. Premier, c'est la déstabilisation morale, mentale.
Le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture avec l'environnement d'origine, l'existence d'atteintes à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, le discours antisocial, les troubles à l'ordre public, l'importance des démêlés judiciaires, l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Et donc il conclut en disant « Un seul critère ne suffit pas pour établir l'existence d'une dérive sectaire, et tous les critères n'ont pas la même valeur. Le premier critère, c'est-à-dire la déstabilisation mentale, est toutefois toujours présent dans le cas des dérives sectaires. » Donc reprenons chacun des éléments. La déstabilisation mentale. Est-ce qu'on déstabilise de manière mentale les gens? Non. On donne de l'information, comme beaucoup d'autres chaînes YouTube. On vulgarise la science parfois. On ne cherche pas à déstabiliser. Le caractère exorbitant des exigences financières. Alors on ne se cache pas qu'on a un but économique, on génère du chiffre d'affaires, on fait des ventes, mais comme tout cabinet de psychologue ou d'autres métiers de la santé, on fait payer une prestation en échange d'une rémunération. Et le caractère exorbitant, non, on n'est pas exorbitant, et même tu compares par rapport à un cabinet psychologique, on est souvent moins cher qu'un cabinet psychologique. Donc il n'y a pas de caractère exorbitant des exigences financières. La rupture avec l'environnement d'origine. Donc on est à distance, nous en numérique sur Internet, donc on ne peut pas dire aux gens fais une rupture avec ton environnement, tu sors, tu viens chez nous, tu restes dans notre environnement géographique, on ne peut pas le faire. L'existence d'atteintes à l'intégrité physique. Encore une fois, on est sur Internet, on ne peut pas atteindre l'intégrité physique des gens et on ne leur demande pas de se flageller non plus, donc ça ne correspond pas. L'embrigadement des enfants. Il faut savoir que chez nous, les consultations d'enfants sont très minoritaires et qu'on n'embrigade pas les enfants puisque les parents sont là, ils nous donnent l'autorisation de faire une consultation, ils remplissent d'ailleurs une autorisation parentale et on n'embrigade pas les enfants. Le discours antisocial, totalement à l'opposé de l'université. Au contraire, on a un discours d'ouverture, de bienveillance, de non-violence par rapport à la société. Les troubles à l'ordre public, idem, on n'incite jamais aux troubles à l'ordre public et on n'en fait pas. L'importance des démêlés judiciaires, il y en a zéro, donc là c'est pas compliqué. L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, alors non, on est une société déclarée, on a un comptable, donc on ne détourne pas, on utilise des systèmes de paiement traditionnels. Les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics, alors pour l'instant, à ma connaissance, non. Alors il se peut que dans les élèves, on ait des personnes qui soient dans les pouvoirs publics, mais ce n'est pas notre but, hein, ce n'est pas dans nos statuts de chercher à infiltrer les pouvoirs publics. Donc voilà, quand on reprend tous ces critères, on voit qu'il y en a zéro qui correspond à la dérive sectaire. Donc voilà, c'est une petite boutade. C'est vrai qu'on pourrait dire, tiens, Siegfried, il s'agite, on dirait un gourou avec ses disciples comme ça qui lui disent oui, oui. Mais non, ce n'est pas le cas. Attention, une dérive sectaire, c'est grave, et on ne fait pas partie des critères de la dérive sectaire, pas du tout. Autre objection, le bilan de détection de la douance n'est pas reconnu scientifiquement. Oui, parce que nous, on a un bilan de la détection de la douance, et on nous dit, oui, mais c'est pas reconnu scientifiquement, ça vaut rien, ça vaut que dalle, etc. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas reconnu. Par contre, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça apporte un bénéfice? Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Oui. Et là, je vais te renvoyer, je te mettrai en description le lien vers un article de Nassim Nicolas Taleb. Un article qui est en anglais, mais tu pourras le traduire en français. Tu utilises Google Translate, je te mettrai le lien aussi pour le traduire en français. Nassim Nicolas Taleb t'explique en quoi le QI, c'est une absurdité, et je cite, relève même du charlatanisme. Alors Nassim Nicolas Taleb, c'est un écrivain, un statisticien, c'est un spécialiste en épistémologie des probabilités, c'est un praticien en mathématiques financières, donc il démontre de manière chiffrée l'incohérence du QI. Il a démontré de manière mathématique et scientifique l'incohérence du QI. Pour lui, et je le comprends dans ce fond-là, le QI est pseudo-scientifique. C'est pas de la science. On pourrait même caractériser ça de la foutaise. Quand on te dit que tu es intelligent si tu as un QI à 130, tu n'es pas intelligent si tu as un QI à 90, 75. Maintenant 90, c'est presque la moyenne. Donc voilà. Donc, être intelligent, c'est pas un chiffre. Être intelligent, c'est prendre des bonnes décisions. Et l'intelligence n'est pas monodimensionnelle. C'est pas ce fameux chiffre. Elle est multidimensionnelle. On parle souvent de l'intelligence émotionnelle, mais il y en a plein d'autres aussi. Donc, le QI, ce fameux chiffre de QI, c'est l'ombre de l'intelligence, selon Taleb aussi. Mais ce n'est pas l'intelligence
dans sa globalité. C'est un petit peu, pour te faire une analogie, si je prenais de la mécanique automobile, tu vois, une Formule 1, et qu'on prenne le moteur de la Formule 1, on le mette sur un banc d'essai. Tu vois, c'est le banc d'essai, c'est on relie uniquement le moteur à des appareils de mesure, on le fait démarrer, et on mesure, il y a l'ordinateur qui mesure des taux de compression, etc. Et à la fin, on a les mesures, effectivement, ce moteur a tant de chevaux, tant de puissance, etc., etc. On mesure la cylindrée, la performance du moteur. Mais est-ce que ce moteur de Formule 1, c'est lui qui va faire gagner l'écurie? Mais non, il lui faut une carrosserie, et il lui faut surtout un pilote. Donc, le QI, c'est la performance. L'intelligence, selon la définition qu'on lui donne, il faut rajouter la carrosserie, il faut rajouter le pilote pour piloter tout ça, et à la fin, peut-être que ça fera une voiture qui avance plus vite que les autres. Et encore, parfois, ça ne marche pas. Donc, le QI, c'est pas corrélé avec la réussite, avec l'épanouissement, le QI. Et on survend souvent ce QI, ce fameux test de QI, ce chiffre de QI, parfois même pour rabaisser, presque en disant, mais voilà, t'es pas intelligent, donc tais-toi, parle plus, c'est bon, voilà, tu t'es trompé, t'es nul en fait. Et non, voilà, au contraire, libère ta pensée. Le test ne démontre en rien ce que tu vaux. C'est uniquement de manière rétrospective et comportementale qu'on peut déterminer si tu as un potentiel qui s'exprime ou pas, si tu prends les bonnes décisions en fait. Donc voilà, le bilan de douance n'est pas reconnu. Scientifiquement, on fait tout pour travailler ce bilan de détection de douance et pour qu'il soit reconnu. On a beaucoup de psychologues, de thérapeutes, de coachs, même de médecins qui nous demandent s'ils peuvent utiliser le test. Nous, il est en phase on a utilisé un nouveau logiciel cette année, ce qui fait qu'on ne l'a pas encore mis à disposition, mais il va être mis à disposition dans quelques temps pour qu'on essaye pouvoir le démocratiser, ce nouveau bilan, parce qu'il mesure, on ne peut pas dire mesure, il y a une appréciation de l'intelligence beaucoup plus holistique. On va voir toutes les facettes, et pas que la facette de la performance, que la facette du QI. Donc il n'est pas reconnu, mais nous, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on mesure à chaque fois, quand une personne passe un bilan, une semaine après et un mois après, on lui envoie un formulaire pour qu'il nous donne des informations, savoir s'il a été satisfait de ce bilan ou pas, si ça lui a apporté des solutions. Et on a un taux de satisfaction qui dépasse les 88%, je crois, de taux de satisfaction, avec des témoignages de personnes qui nous disent ouais, « ça m'a appris des choses, ça m'a confirmé des choses sur lesquelles je n'étais pas sûr, ça m'a vraiment révélé des choses que je n'imaginais même pas. » Et tout ça fait que ce bilan, ça fait avancer les personnes qui le passent, et c'est pas juste, tiens, voilà, vous avez un QI de 110, 112, 130, merci, au revoir. Non, ça les aide vraiment. Donc, effectivement, il n'est pas reconnu scientifiquement, on s'en fout un peu, on fait tout pour que la majorité de personnes puissent l'utiliser, et on fait tout pour qu'une majorité de personnes y aient accès aussi, et on essaie de rendre le plus performant possible. On a une partie recherche et développement sur le bilan détection, on l'a modifié encore cette année, on a rajouté des éléments d'analyse, pour le rendre encore plus performant et se rapprocher le plus possible de la justesse de l'appréciation sur le haut potentiel. Autre objection, l'UDHP, c'est-à-dire l'Université des hauts potentiels, c'est du make money sur des pauvres gens, c'est trop évident que c'est pour vendre des choses. Alors le make money, en anglais, ça veut dire faire de l'argent. On ne s'en est jamais caché, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure au début de la vidéo. On a des objectifs qui sont marqués en pied de page, CGV, les objectifs, la vision, la mission de l'université, c'est de fédérer 1 million de hauts potentiels d'ici les 10 prochaines années pour les aider à développer dans différentes thématiques. Bref, tu verras notre vision, notre mission. Et pour tout projet ambitieux, on a besoin de moyens. La gratuité, ça ne fonctionne pas aussi bien que le bénévolat. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Le bénévolat ne fonctionne pas aussi bien que l'argent, en fait. Et il y a deux éléments dans cette réponse. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent dans l'université. Et deuxième, c'est quelle est ta représentation d'argent. Comment est-ce que tu apprécies l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'université de l'argent? Déjà, ça nous permet de développer des projets. Comment on ferait sans argent pour embaucher des coachs? Comment on ferait pour embaucher une assistante qui nous a aidé à créer le bilan de détection? Comment on fait pour payer des personnes, pour monter les vidéos, les mettre en ligne? Comment on fait pour développer tout ça? Ça coûte de l'argent, il y a des logiciels qu'on paye tous les mois pour mettre en place tout ça, de formation, etc. Donc l'argent est un outil, pas un but. Et l'argent, je m'en reverse une partie, mais la majorité est réinvestie dans l'université de potentiel, et personnellement, je roule pas en Lamborghini ou en Porsche, je ne suis pas dans un yacht au bord de la mer en train de faire péter des bouteilles de champagne à 2000 €. Loin de là, dans notre famille, on a un petit van Volkswagen avec lequel on fait des bivouacs de temps en temps, parce qu'on est très nature, et on a des plaisirs simples.
l'argent, il est réinvesti dans les projets. Et les projets, c'est ce qui me fait vibrer, moi. Donc, l'argent, c'est un outil pour nous permettre de développer des projets encore plus ambitieux. Deuxième partie, la réponse, c'est pourquoi ces personnes-là ont un mauvais rapport avec l'argent, c'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas l'argent. Parce que l'argent, c'est le choix. Et le choix égale la liberté. Un haut potentiel, il a besoin de liberté, c'est vital pour lui. Et un haut potentiel sans choix, il ne peut pas avoir la liberté. Et l'argent, c'est un outil qui va me permettre et te permettre de proposer par exemple à ta famille, à tes enfants, des meilleurs soins, avec des personnes de meilleure qualité, de leur proposer une meilleure nutrition, le bio ça coûte plus cher, de leur permettre de vivre dans un environnement géographique différent, peut-être plus sain, parce que vivre ailleurs, il faut voyager, il faut pouvoir payer des choses, etc. Donc l'argent est un outil pour avoir le choix et donc avoir plus de liberté. Si tu as 0 € sur ton compte en banque, eh bien tu ne pourras avoir le choix de rien du tout. Tu vas être obligé de rester là où tu es, accepter ce qu'on te donne et te taire. Donc l'argent te donne un choix, te donne de la liberté. Et donc, l'argent n'est pas mauvais en soi tant qu'on ne le considère pas comme un but, s'enrichir comme Picsou, là, remplir sa cache-maille de pièces d'or. Non, l'argent doit être réutilisé, c'est une énergie l'argent. Donc, on ne se cache pas, on génère de l'argent pour des projets ambitieux, réinvestir, pour se payer moi aussi, je suis compris dans l'histoire, mais on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, on rend une prestation, un service, et en échange de l'argent, tout simplement. Donc voilà pour ça. Tu me diras d'ailleurs en commentaire de cette vidéo, explique-moi bien en commentaire si tout ça c'est clair. Dis-moi ce que tu en penses à chaque fois et si la réponse est assez claire, parce que parfois je peux me poser moi aussi des questions si je suis assez clair par rapport à ça. Autre objection que je lis sous mon écran, l'UDHP, donc l'Université des hauts potentiels, joue trop sur l'effet Barnum pour vendre ses produits ou services. Alors l'effet Barnum, c'est dire tout et son contraire pour que tout le monde se reconnaisse dans la description. C'est ce que tu vas retrouver dans certains mauvais journaux, dans la partie horoscope. Tu lis ton horoscope et ça te dit « Oh, il parle de moi, il parle de moi ». Mais en fait, quand tu lis chaque signe de l'horoscope, tous pourraient te convenir. Parce qu'en fait, ça dit tout et son contraire. Et donc, tout le monde se reconnaît dans la description. Et tout le monde dit « Waouh, c'est génial, ça marche, donc ça fonctionne ». Donc, dire ça, ça voudrait dire que l'université des hauts potentiels, eh bien, elle est capable d'attirer tout le monde, en fait, juste pour vendre des produits. Et donc, quand je parle du trouble du déficit d'attention, je serais censé parler à tout le monde. Quand je parle de pensée en arborescente, je serais censé parler à tout le monde. Quand je parle de trouble spectre autistique, ça serait censé parler à tout le monde. Quand je parle de comportement de haut potentiel au niveau de l'hypersensibilité, je suis censé parler à tout le monde. Ben non, évidemment non. Alors effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas au potentiel, qui peuvent parfois se reconnaître dans certaines descriptions. Il peut y avoir peut-être des purs hypersensibles ou des gens qui ont eu des blocages émotionnels ou qui peuvent s'y reconnaître, mais dans l'ensemble de la description du potentiel, c'est pas le cas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait passer des bilans pour que les personnes ne fassent pas fausse route. Et c'est pour cette raison qu'on ne fait pas passer le bilan tout de suite, qu'on fait une séance d'anamnèse de 30 minutes avant pour dire à la personne, oui effectivement, dans ton cas, ça vaut la peine d'aller plus loin, et donc d'investir de l'argent, etc. Dans ton cas, à toi, par exemple, ce n'est pas possible, c'est pas la peine. Ne va pas plus loin, c'est pas le potentiel, tu as un autre problème, etc. Et on lui donne des voies d'exploration. Donc, de ma perception, en tout cas, et je fais tout pour, on ne joue pas sur l'effet Barnum. Et comment te dire, à tel point qu'à un moment, j'ai fait lire certains livres à des personnes normaux-pensantes ou certains bilans de détection pour voir si ça fonctionnait ou pas sur elles. Et non, effectivement, ça ne fonctionne pas. Quand on n'est pas au potentiel, on n'a pas la même réponse positive. Donc, effectivement, on va attirer les personnes qui ne sont pas au potentiel. De manière générale, de toute façon, on ne leur fera pas de mal, au contraire. Tout ce qu'on dit, ce sont des bons conseils qui marchent aussi avec les normaux-pensants, mais qui sont vitaux pour le potentiel. Et ceux qui ne sont pas au potentiel, eh bien, effectivement, quand ils viennent nous demander en consultation, on leur dit effectivement, ce n'est pas votre cas, vous avez plutôt un trouble de déficit d'attention, vous avez plutôt un phénomène de la dyscalculie, truc comme ça, ou voilà, on les oriente par rapport à la problématique. Et l'effet Barnum, non, je n'ai pas l'impression qu'on le fasse. Autre objection, et elle est un petit peu corrélée à celle-ci, c'est la douance est un phénomène de mode dont l'UDHP, dans l'Université de potentiel, profite. Ben oui, je dis un grand oui pour ça. Effectivement, la douance au potentiel, on a une mode, parce que c'est beaucoup plus, c'est rendu beaucoup plus public, on en fait beaucoup de livres, il y a eu des émissions, etc., on en parle, il y a eu des films, il y a une série en ce moment sur TF1, je crois, ou France 2, HPI, qui en parle, et donc ça vulgarise le haut potentiel. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Je vais te faire une analogie avec le cancer.
Aujourd'hui, on dit, oh là, il y a de beaucoup plus de cancers qu'avant, c'est catastrophique, etc. C'est vrai, mais pourquoi aussi? C'est parce qu'on fait beaucoup plus de détection du cancer. Et il y a 50, 60, 70, 80 ans en arrière, on ne dépistait pas le cancer de la même manière. Il y a des gens qui mouraient, on ne savait pas pourquoi ils mouraient, donc ils n'étaient pas comptabilisés dans les statistiques du cancer, alors que c'était le cancer. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup plus de cancers parce que c'est beaucoup plus démocratisé, il y a beaucoup plus de dépistage, etc. Donc aujourd'hui, dire c'est un phénomène de mode, il y a de plus en plus de haut potentiel, de personnes qui se reconnaissent après avoir lu un livre, etc. Oui, parce que, effectivement, on a rendu public ces informations comme quoi le haut potentiel existait, qu'il y avait une différence physiologique, qu'il y avait une différence comportementale. Et donc, c'est tant mieux que ce soit un phénomène de mode parce que ça va permettre à certaines personnes de se dire « Ah, et si mes problèmes venaient de ça ?» Alors qu'avant, ils n'y pensaient même pas. Avant, ils étaient traités soit par des camisoles chimiques, soit par des thérapies qui n'avaient rien à voir, alors qu'en fait, ils étaient tout simplement au potentiel. Donc oui, c'est un phénomène de mode. Je ne cache pas que certaines personnes, après avoir lu 4 pages d'un livre sur la douance, s'autoproclament au potentiel et que c'est une erreur. Il faut aller plus loin dans cette introspection. Il ne faut pas cacher que certains parents préfèrent dire que leur enfant est en difficulté scolaire parce qu'ils sont au potentiel, alors qu'en fait, ils sont juste des cancres, parce que ça fait mieux. Ça fait bien de dire qu'on est au potentiel plutôt que de dire qu'on est un asocial, par exemple. Donc, effectivement, il y a des personnes qui vont s'approprier ça parce que c'est mieux que de dire qu'on a un autre problème. Donc, effectivement, il y a un phénomène de mode, mais qui est bénéfique. Et nous, effectivement, on en profite parce que ça permet de détecter beaucoup plus de hauts potentiels qui, sinon, seraient partis dans une mauvaise voie. Et on fait tout pour les orienter dans la bonne voie. Et si ce n'est pas la bonne voie, on leur dit non, tu n'es pas au potentiel et tu peux aller explorer autre chose, la psychiatrie, la psychologie, la thérapie, etc. Il est vrai que statistiquement, on se retrouve avec beaucoup de potentiel. Les statistiques sont biaisées, comme dans tous les cabinets de psychologie. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent nous voir ont déjà un problème. Quand on vient nous voir, c'est qu'on a un problème. Donc on ne voit pas dans un cabinet de psychologie, de thérapie, de coach, des personnes qui n'ont pas de problème. Moi, je suis le médecin non plus, je ne viens pas voir le médecin parce que je vais bien. Et encore qu'il faudrait, selon la médecine asiatique. Mais non, donc quand on vient nous voir à l'université, c'est qu'on a un problème, et souvent les gens sont au bout d'un cheminement, d'un questionnement, et on se retrouve statistiquement avec beaucoup de haut potentiel. C'est vrai, mais les statistiques sont biaisées. Donc on ne fait pas une étude globale, nous, au niveau de l'université. On mesure les statistiques des hauts potentiels. Donc oui, c'est un phénomène de mode, et tant mieux. Dernière objection, l'université des hauts potentiels s'appuie trop sur les problèmes des hauts potentiels et ne parle pas de ceux qui réussissent. Alors oui, effectivement, et ça vient complémenter ce que je t'ai dit dans le chapitre précédent, parce que les hauts potentiels qui réussissent, il y en a. Mais ils vont bien. Et donc, quand ils vont bien, il n'y a pas de problème. Donc, on a des hauts potentiels qui vont bien. On en parle, j'ai même fait une vidéo sur ça, des hauts potentiels qui vont bien, certains profils de personnes connues qui sont sûrement hauts potentiels et qui ont réussi. Et encore, il faut savoir comment on définit la réussite, parce que la définition de la réussite, elle est très personnelle. Hein. Il y en a qui vont aimer réussir dans un palace de luxe, il y en a qui vont aimer réussir dans une tente en élevant des chèvres au Larzac. Donc, on parle beaucoup des problèmes, parce que c'est justement là-dessus que les gens vont reconnaître qu'il y a une suspicion de douance ou pas. Parce que ce sont sur les problèmes qu'on va réussir à dire aux personnes qu'effectivement, eh bien, c'est sur tel point, si tu as telle caractéristique, tel comportement, effectivement, tu as peut-être une suspicion de douance de haut potentiel. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut peut-être que tu viennes consulter, que tu fasses une formation pour savoir si tu es dans la bonne direction pour justement renverser la balance, réussir à résoudre ce problème-là et t'épanouir avec ta douance. Donc, effectivement, on parle souvent des problèmes parce que c'est, quand on décrit une maladie chez le médecin, on ne va même pas dire, tiens, quels sont les symptômes pour lesquels vous allez bien aujourd'hui, monsieur? Non, c'est plutôt quels sont les symptômes qui montrent que vous êtes malade aujourd'hui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez? Expliquez-moi, vous avez mal à la gorge, vous avez mal à la tête, vous avez mal ici, quoi. Donc, c'est pour ça que nous, on parle aussi des problèmes, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à diagnostiquer si une personne est au potentiel ou pas, et c'est comme ça qu'une personne va reconnaître si, non pas si elle est malade du haut potentiel, comme on pourrait reconnaître un rhume, une rougeole, une grippe, un truc comme ça, mais c'est dire, ah tiens, tous ces problèmes-là qu'il est en train de me décrire, je les ai vécus aussi, et donc, effectivement, ça pourrait peut-être venir d'un haut potentiel et d'une douance. Donc, on est obligé un petit peu,
Et c'est vrai qu'effectivement, on parle de ceux qui réussissent, j'en parle aussi dans les formations de ceux qui réussissent, mais c'est compliqué de faire une vidéo en disant, ben voilà, je vais te parler de quelqu'un qui va très bien, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Bah déjà, celui qui va très bien, il regarde peut-être pas les vidéos de l'université, ou s'il va très bien, bah, ça va peut-être pas l'intéresser, donc voilà, c'est assez un petit peu paradoxal ce que je suis en train de te dire, mais on est obligé de s'appuyer sur les problèmes des hauts potentiels pour que ceux-ci se reconnaissent. Voilà pour ces principales objections qui, je l'espère, t'ont apporté aussi du grain à moudre, de l'information par rapport à ton potentiel, parce que le but du jeu, c'est pas de débunker des problèmes, des trucs comme ça, c'est vraiment de te donner les cartes pour te faire ta propre appréciation. Donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de toutes ces explications. Est-ce qu'il te faut des explications complémentaires? Est-ce que pour toi c'est clair ce que j'ai expliqué? Est-ce que tu es pas d'accord avec ce que j'ai dit, justement, parce que c'est possible, ça me permettra aussi de nous apporter de l'eau à notre moulin, parce que nous, on se remet en cause en permanence, hein, pour savoir s'il faut qu'on améliore des choses. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur les coulisses de l'université de potentiel, pour te montrer comment on prend la décision, comment on travaille. Viens faire un stage à l'université de potentiel, voilà. Donc, je te dis encore une fois merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.